Bonsoir et bienvenue à vous tous. C'est le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, on s'intéresse ce soir au Cameroun, la présidentielle, les séparatistes anglophones qui perturbent le scrutin. Une énorme abstention et des violences ont marqué dimanche l'élection présidentielle, surtout dans l'ouest anglophone du Cameroun, où les séparatistes armés avaient annoncé leur volonté d'empêcher le scrutin à Bouéa, capitale du sud-ouest anglophone, quadrillée par d'imposantes forces de sécurité. Les bureaux de vote ont été désertés tout au long de la journée et c'est ce qu'ont constaté des journalistes sur place. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire plus généralement de ces élections au Cameroun? La première chose, c'est que les électeurs camerounais eux-mêmes disent que pour la première fois, des élections ont été organisées sans que l'élection ne soit organisée dans la pagaille. Ça veut dire que depuis fort longtemps, élection était synonyme de pagaille, les bureaux de vote, les bulletins de vote, les noms des gens sur les listes, etc. Ça, il faut le signaler comme quelque chose de positif. Mais le contexte dans lequel les élections ont été organisées est un problème, en particulier avec la partie anglophone qui était en dissidence, et même certains au niveau de cette zone anglophone qui réclament une indépendance. On avait essayé avant de créer les conditions pour que l'élection puisse se faire normalement sur tout le territoire camerounais. Je crois que c'est là où certainement le bas blesse et on risque d'en voir les conséquences après les élections. Mais quand on écoute le président Paul Biya qui s'est exprimé ce dimanche, il a semblé montrer un certain satisfecit. Oui, c'est pourquoi j'ai dit dans l'opération électorale, ça s'est relativement bien déroulé, mais quand on prend les chiffres, on dit qu'il y a 9 morts. Bon, lui, puisqu'il va être réélu, tant qu'il est réélu, les choses se sont très bien passées. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un seul mort pour organiser des élections? Une pratique qui est une pratique régulière dans une démocratie et qui ne doit pas faire l'objet de bagarres, encore moins de pertes en vie humaine. Alors, est-ce que le fait que les élections aient été perturbées dans les partis anglophones était une surprise? Ce n'était pas une surprise parce que les partisans de l'Ambazonie, comme ils l'appellent, avaient dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection ici. Et ils ont essayé. Mais il y a une interrogation aujourd'hui que les gens se posent parce que quand l'armée est intervenue, quand ils ont essayé d'attaquer un bureau de vote, la maison d'un ancien responsable politique, etc., les gens s'attendaient à ce qu'après, que l'armée retourne dans son coin. Mais les populations ne sont pas sorties voter. Pas seulement parce qu'ils avaient peur de ces indépendantistes, mais parce qu'ils avaient peur également de l'armée. Parce que quand on a écouté les témoins au niveau des médias, ils disaient qu'il n'y avait pas une seule heure qui passait sans qu'on entende des coups de feu dans cette zone. Il y a même le témoignage de quelqu'un qui était en principe un superviseur des élections, mais il a dit clairement que pour des raisons de sécurité, il n'a pu ni voter, ni superviser les élections. Donc, il y a ce problème qui est là. C'est comme si les indépendantistes ne voulaient pas des élections, mais c'est comme si on craint peut-être qu'un des candidats, qui est un candidat anglophone, puisse passer, ou bien que les anglophones qui sont en situation de révolte, qui risquent très certainement de ne pas voter pour le président de la République, vont déstabiliser le pourcentage pour le président de la République. Donc la meilleure solution, c'est de les empêcher de voter, parce qu'à coup sûr, les gens ne s'attendaient pas du tout à ce que le président fasse le maximum de voix dans ces zones qui sont considérées comme des zones en rébellion par rapport au pouvoir central. Ça veut dire en fait que l'armée déployée dans la partie anglophone n'était pas là que pour empêcher les séparatistes d'agir. C'est ce qui est dit dans les médias et les témoignages semblent le confirmer. Pourquoi tirer en l'air quand rien ne se passe? Est-ce que quand on veut que les gens sortent des maisons pour aller voter, on tire en l'air? Quand on tire en l'air, les gens ont tendance à aller se chercher un abri. Les gens ne vont pas du tout penser à aller voter. Et c'est effectivement ce que l'armée a fait dans cette zone. Il faudrait bien qu'on nous explique à quoi ça sert toutes les heures de tirer en l'air en disant qu'on veut protéger des élections. Alors pourtant, le ministre de la Sécurité et de la Défense avait promis que tout était mis en œuvre pour que les élections soient sécurisées dans ces deux parties-là. Oui, mais ce qu'on a vu dans ces parties, je ne sais pas qu'est-ce que lui, il appelle sécurisation. Sur 2343 bureaux de vote qui étaient prévus, seuls 79 ont ouvert. On a sécurisé quoi finalement? Si même les bureaux de vote
ne sont pas ouverts. Il n'y en a que 79. Quand on fait le pourcentage, ça ne signifie absolument rien. Dans une ville comme Bamenda, il n'y avait que 13 bureaux de vote qui étaient ouverts. Les autres, on leur demandait d'aller voter à 45 km. Mais ça renforce ce qui avait été dit au départ. Les gens savent très bien dans quelle direction risque d'aller le vote de cette zone anglophone. Et c'est clair que ce n'est pas dans la direction du président Paul Biya. Est-ce que ce n'est pas un jeu pour empêcher à ces gens de s'exprimer au moment de ces élections présidentielles? La question, elle est là, elle reste posée, et la réponse semble être l'affirmative. Est-ce que finalement les séparatistes n'ont pas aussi un peu fait le jeu de Paul Biya? En partie, ils ont fait son jeu parce que ce qui est clair, c'est que la partition du Cameroun, même ceux de la zone anglophone ne partagent pas cette idée. Donc, tous les Camerounais anglophones ne sont pas d'accord avec cette indépendance qui est réclamée. Les gens disent au contraire qu'on retourne à ce qui avait été fait au moment de l'indépendance, une sorte de fédération entre la partie anglophone et la partie francophone. Et c'est là où on trouve les gens. Quand on regarde les leaders également de la zone sur le plan politique, ils ne demandent pas l'indépendance de la zone. Ils demandent qu'on accepte que cette zone fait partie intégrante du Cameroun, qu'on respecte les principes qui avaient été dits en ce qui concerne les deux langues, qu'on s'occupe de la zone anglophone en termes de développement comme on s'occupe de la zone francophone, qu'on ne leur envoie pas des fonctionnaires qui sont francophones à qui ils ne peuvent pas s'adresser quand ils ont des besoins, alors que ceux-là viennent pour satisfaire leurs besoins. Ils ne sont pas dans une logique d'indépendance. Mais ce groupuscule qui est dans la logique d'indépendance, effectivement, est en train de réduire la question anglophone à une question de lutte pour l'indépendance, alors que ce n'était pas cela le combat des anglophones depuis fort longtemps. Est-ce que l'un des enjeux de cette élection, je vais revenir un peu sur la campagne, n'était pas aussi la question anglophone? Si, c'était un des enjeux quand Joshua a été désigné par l'EFDF comme candidat, c'était ça. Parce que quand Gunfoundry a accepté que bon, il a vraiment l'âge aujourd'hui et il n'a pas à se représenter, le président camerounais aurait pu prendre la même décision. Et qu'on laisse des gens plus jeunes venir s'occuper de cet État. Il y avait un enjeu parce que le personnage était là, il était bien connu, il était très présent au niveau des médias. Est-ce que ce n'est pas pour lui empêcher d'avoir des voix que cet enjeu pouvait... l'enjeu que ça pouvait avoir au niveau de la zone anglophone, c'est pourquoi tous ces micmacs ont été faits pour empêcher aux Camerounais de la zone anglophone de voter. La question, elle est là, elle reste posée. L'autre question qui est là, qui est fondamentale au niveau des enjeux, qu'est-ce qu'un Paul Biya, âgé de 83 ans, 7e mandat, 36 ans de pouvoir, incapable de faire une campagne électorale? Parce que ça aussi, il faut le dire. On l'a vu une seule fois dans un meeting parce qu'il a d'énormes problèmes de santé. Il ne pouvait pas faire campagne tambour battant comme on s'y attend quand on voit un candidat à des élections. L'autre élément, quel est son bilan après 36 ans pour qu'il vienne demander encore aux Camerounais de leur accorder leur confiance? Je crois que la question anglophone a empêché même le vrai débat, parce que le vrai débat devait porter sur la candidature du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut apporter encore pour qu'il puisse prétendre encore à la magistrature suprême? Alors aujourd'hui, si on doit faire un peu de la prémonition, il est très clair que Paul Biya va l'emporter. Oui, mais il ne faut pas oublier que Maurice Kampo a fait une conférence de presse. Il n'a pas dit j'ai gagné les élections, mais diplomatiquement, il dit qu'il a gagné et il demande au président de la République d'accepter une transition pacifique. Je crois que c'est très clair. Bon, qu'est-ce qui est vrai, c'est difficile à savoir, puisque, comme vous le savez, il refuse qu'on donne des chiffres pendant 2 semaines. Et ça aussi, il faut qu'on se pose des questions. À l'heure aujourd'hui du numérique, on peut avoir les résultats des élections à 22 heures. Quand on organise des élections au Sénégal, à 22 heures, on sait quelles sont les tendances, voire même qui a gagné les élections, de sorte qu'au Sénégal, on n'a jamais attendu la proclamation des résultats pour savoir qui a gagné. Puisque c'est très simple, on fait des statistiques, vous mettez en place un logiciel, on photographie comment on les appelle encore, les procès-verbaux au niveau des bureaux de vote, on les balance, on les intègre dans un logiciel qui a déjà été conçu. Dès que vous mettez le procès-verbal d'un bureau de vote, le résultat sort immédiatement. Et vous avez le pourcentage des personnes qui ont voté et tout
avec leur éternel nombre de votants, nombre d'inscrits, etc. Quand c'est respecté, rapidement, on peut connaître les résultats. Et dans les pays où on cache les résultats, la véritable raison, c'est qu'on a peur du résultat. On est prêt à magouiller pour modifier les résultats avant de les montrer. Organiser des élections et attendre 2 semaines pour voir les résultats, c'est vouloir créer des problèmes. On peut connaître les résultats en un temps plus court et de façon transparente. De toute façon, dans le contexte camerounais, est-ce qu'il est probable que Paul Biya l'emporte? Ce n'est pas évident parce que s'il n'a pas fait campagne, il avait soit confiance en se disant qu'il va gagner, ou bien il avait une machine en qui il a totalement confiance que cette machine va faire la faute pour qu'il gagne. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est ce que Yaya Jammeh avait fait à l'époque en Gambie. Il avait fait campagne en disant « pas de souci, je gagne les élections », mais au résultat, il n'a pas gagné les élections. Donc, attendons de voir les résultats. Les Camerounais ont plusieurs fois exprimé leur ras-le-bol. Si ce ras-le-bol est exprimé dans les suffrages, bien que malheureusement c'est une élection à un seul tour, parce que c'est ça aussi le gros problème, ça pourrait peut-être empêcher au président de passer. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe maintenant la pause et on reçoit l'invité de ce soir.